Guillaume, bonjour. Bonjour Thibault. Vous êtes un des cofondateurs de l'Institut de Tramail, qui est une école, un institut qui se trouve en Bourgogne, pas très loin de Mâcon, et qui vise à préparer des jeunes étudiants post-bac ou des gens en réorientation à des métiers, alors vous allez définir, mais plutôt autour de l'économie sociale et solidaire, ou en tout cas des métiers qui ont du sens, qui sont au service des gens et de l'environnement. Déjà, est-ce que la définition, elle est bonne ou est-ce que vous voulez rectifier? Alors c'est une bonne définition. Je pourrais la compléter en disant que l'originalité de notre proposition, c'est d'articuler une formation universitaire avec l'apprentissage d'un métier manuel orienté sur les besoins de la ruralité. Autrement dit, on va avoir dans les enseignements académiques à la fois des sciences humaines et sociales, de la géopolitique, de la science politique, de l'histoire, de la géographie, de la sociologie, et à la fois des sciences de gestion. L'idée étant de comprendre le monde et les enjeux du monde, d'une part, et d'autre part, d'être en capacité de créer, de gérer, de développer une petite ou moyenne entreprise ou une organisation dédiée aux enjeux du monde rural. Ça, c'est pour la partie formation académique. Et l'apprentissage d'un métier manuel, eh bien, c'est l'idée de se projeter dans le monde rural et de se dire que les métiers liés à l'agriculture, à l'artisanat du bâtiment ou aux métiers de bouche, eh bien, sont des métiers sur lesquels il y a souvent de la tension, notamment dans le monde rural, et qu'on propose eh bien, à des jeunes gens de nous rejoindre pour pouvoir non seulement être un citoyen éclairé, mais aussi un gestionnaire actif et avoir la capacité à travailler avec ses mains au service eh bien, d'un territoire rural. On va revoir tout ça parce que vous avez abordé beaucoup de choses dans le détail. Donc, le cœur de votre activité, c'est la formation à des métiers manuels. Et vous y rajoutez deux autres dimensions extrêmement importantes chez vous. C'est l'apprentissage des sciences humaines, sociales et des sciences de gestion pour que tout ça soit à la fois éclairé et pragmatique. Comment est-ce que ça vous vient, cette idée? Ça part d'un constat et d'une expérience. Le constat, il est double. C'est une forme de métropolisation du monde. On constate eh bien, qu'une partie importante des ressources de la société sont mobilisées en direction des grandes villes, alors que d'une part, on constate aussi des besoins dans le monde rural, mais également qu'une partie de la solution aux défis du siècle se trouve aussi dans la ruralité. Par ailleurs, on constate qu'une partie de nos étudiants, puisque nous, cofondateurs, on a travaillé dans une organisation qui s'appelle Arc-en-Ciel France, dont l'activité principale est la formation académique. Et donc, on intervient dans des écoles et des universités depuis une douzaine d'années. Et on constate qu'une partie de nos étudiants, alors une petite partie, mais une partie grandissante, eh bien, ne se satisfait plus de l'idée d'intégrer une entreprise prestigieuse et d'accéder à une rémunération confortable, mais recherche deux choses nouvelles, du sens et du concret. Donc, du sens, c'est plusieurs sens qui est recherché, à la fois comprendre ce que je fais et aussi être utile. Et être utile, notamment face aux enjeux écologiques et sociaux, qui impliquent eh bien, probablement une manière différente d'envisager la question économique. Et puis du concret, c'est-à-dire eh bien, aller potentiellement vers des organisations de plus petite taille pour mieux maîtriser l'enjeu du métier de l'entreprise ou de l'organisation pour laquelle on travaille, d'avoir soi-même une prise plus forte avec l'action que je mène dans mon travail et parfois d'aller même jusqu'à une volonté de concret qui va même jusqu'à le fait de travailler avec ses mains dans un pays où eh bien, il y a une barrière assez étanche entre l'enseignement universitaire et les métiers manuels. Et
sans que ce soit une caricature, eh bien, en France, on est quand même dans une idée que si on est à l'aise à l'école, eh bien, on va aller se tourner vers des métiers du tertiaire et vers des études supérieures. Et si on est moins à l'aise à l'école, eh bien, on va aller apprendre un métier manuel. Et on pense que c'est une approche eh bien, qui n'est pas pertinente, que les deux doivent pouvoir fonctionner ensemble, que aujourd'hui en France, on a plein de super artisans et on pourrait encore aller plus loin, sans doute, en dotant ces futurs artisans de vraies capacités de gestion et qui que ce soit, eh bien, de prendre les conscience des enjeux du monde, bah, ça, c'est intéressant pour chacun à notre avis. Voilà ce double constat. Et il est corroboré par des ouvrages, hein, les Bullshit Jobs, par exemple, ou L'éloge du carburateur sont des livres qui expliquent bien que le monde du travail évolue ces dernières années et pas forcément dans la bonne direction et qu'il y a de plus en plus de métiers qui ne donnent pas forcément beaucoup de satisfaction. Puis je disais aussi que c'était une expérience puisque effectivement on forme depuis 12 ans et donc aujourd'hui on se sent prêt pour pouvoir non seulement former mais aussi gérer un établissement. Alors justement, vous l'avez un peu abordé au début de l'entretien, mais les métiers auxquels vous formez, est-ce que vous pouvez faire un petit tour d'horizon sans être exhaustif, parce que j'imagine que vous n'y arriverez pas? En tout cas, notre expérience de formation depuis 12 ans, c'est sur les questions de l'économie sociale et solidaire. Et donc, réinventer ou questionner le fonctionnement économique classique, d'une part, mais aussi questionner le fonctionnement de l'action sociale et des organisations non marchandes. Et comment on peut envisager eh bien, de faire fonctionner un projet à vocation sociale articulé à une action qui a une capacité économique. Voilà, donc économie sociale et solidaire, c'est un des fondamentaux dans nos expériences d'enseignement. La gestion de projet et l'entrepreneuriat, c'est-à-dire comment je crée un projet, comment je suis en capacité d'identifier, de mobiliser des ressources pour construire quelque chose. Et enfin, la coopération, notamment en Méditerranée, donc comment on envisage les interactions entre différents acteurs de différents pays qui évoluent dans des contextes différents, alors qu'ils sont pour autant confrontés à des défis communs. Et donc, c'est des métiers qui vont se tourner plus vers, concrètement, vers le maraîchage, la boulangerie. Alors voilà, ce qu'on ajoute, alors je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la première question, j'ai peut-être répondu à côté puisque je Oui, pensais… en fait, ma question, c'était quels sont les métiers auxquels vous préparez Ah d'avoir oui, des... ok. Oui, je répondais en fait à notre expérience de formation depuis 12 ans. Donc, Finalement, celle-ci, je vous la poserai de toute façon, cette question-là. Et savoir, en fait, si vous êtes si c'est reconnu, votre formation. Mais bon, sur les métiers d'abord. Alors, les métiers auxquels on forme, eh bien, ce sont d'abord les métiers liés à l'artisanat du bâtiment, donc à l'agriculture et au métier de bouche. Donc concrètement, c'est des menuisiers, des charpentiers, des maçons, ce sont des maraîchers, des éleveurs, ce sont des cuisiniers, des boulangers, des restaurateurs. Donc, c'est des métiers. En plus, j'entends les premiers que vous citez, c'est dans le bâtiment et dans les métiers de bouche et l'agriculture. Donc, c'est vraiment les domaines, si on veut réussir la transition écologique et solidaire, c'est vraiment les domaines dans lesquels on va avoir besoin de renfort en plus. Certainement, on a besoin de renforts. Et puis, notre positionnement dans le défi de cette transition, c'est aussi se positionner à une échelle très concrète. Donc aujourd'hui, on voit que sur les enjeux de transition, il y a une mobilisation de plus en plus forte et on la voit, cette mobilisation aussi dans l'enseignement supérieur qui va se positionner pour former des cadres, des responsables d'associations, des responsables d'entreprises qui vont prendre en compte très fortement ces questions sociales, environnementales. Nous, notre position, ça va être d'être beaucoup plus dans le concret, l'opérationnel, en se disant, en fait, c'est aussi
auprès d'acteurs qui sont artisans, qui sont agriculteurs, que l'on va pouvoir envisager une modification des pratiques, peut-être même une modification radicale des pratiques. Pour ça, ce n'est pas seulement être conscient des enjeux ou pouvoir maîtriser des grands programmes, c'est aussi comment je cultive mes poireaux, comment je construis une maison, comment je fabrique des produits alimentaires, que ça se passe. Après, deux choses par rapport à quel métier on prépare, deux choses complémentaires, c'est que dans certains cas, peut-être que nos étudiants ne vont pas devenir artisans ou agriculteurs. Et pour autant, l'idée d'être formé à un métier manuel, c'est aussi se réapproprier un certain rapport à la matière, un certain rapport à la terre, et peut-être aller vers un métier qui n'est pas nécessairement manuel, mais voilà, la pratique manuelle, le contact avec l'outil, avec l'usage de ses mains, c'est aussi d'une certaine manière une certaine philosophie dans son rapport aux choses, dans son rapport au monde. Et enfin, on se focalise sur ces trois grandes familles de métiers, agriculture, métier du bâtiment, métier de bouche, mais on peut aussi avoir des étudiants qui ont des projets spécifiques qui ne sont pas tout à fait dans ces trois environnements, mais qui pourraient tout à fait correspondre. Concrètement, en fait, nos étudiants, ils sont sur notre campus la première année et la troisième année, et la deuxième année, ils quittent le campus pour rejoindre un centre de formation par apprentissage. Donc, on a des partenariats qui sont spécifiques, et en particulier dans ces métiers que l'on a cités. Mais on pourrait imaginer qu'un étudiant a un projet spécifique et qu'on l'accompagne pour identifier un centre de formation par apprentissage qui pourrait l'accueillir et le former à un métier, je ne sais pas, horloger, couturier, travailleur du cuir, par exemple. Et pourquoi pas, si c'est un projet construit et abouti chez l'étudiant, eh bien, c'est aussi notre rôle de pouvoir l'accompagner dans une démarche un peu originale par rapport à la proposition de base. Trois questions en une là-dessus. C'est combien d'étudiants vous accompagnez à peu près en moyenne sur votre campus chaque année? D'où ils viennent, vos étudiants? Et est-ce que la formation, à la fin des 3 années, elle est reconnue par l'État ou... Voilà, c'est une formation qui vaut... Est-ce qu'on a un niveau licence quand on sort de chez vous à la fin, par exemple? Alors, d'abord, notre première rentrée, c'est en septembre. Donc là, on est dans une phase de recrutement de notre première promotion. On ouvre donc le 26 septembre. Et donc, la première question, c'est combien d'étudiants? Alors, on est installé dans un village qui s'appelle Tramail, qui est au sud de la Bourgogne. Et c'est un village où il y a 1000 habitants. Donc, nous, notre objectif, c'est d'être en interaction très étroite avec toutes les parties prenantes du territoire. Et donc, on veut une école de petite taille, de manière à ce que ça reste cohérent avec la population de ce territoire. Donc, concrètement, notre objectif, c'est d'avoir des promos de 45 étudiants. 45 étudiants qui seront à Tramail en première année, plus 45 étudiants qui seront à Tramail en troisième année. Donc, ça fait un peu plus d'une centaine d'étudiants sur le site et 45 étudiants qui sont répartis sur les différents CFA partenaires. Alors, attendez, Guillaume, je vous arrête tout de suite parce que vous dites dès la première année, il y a des étudiants qui intègrent la troisième année? Non, ça, je vous parle en vitesse de croisière. Et même la première année, on va avoir... on s'est fixé un objectif plus modeste. Notre objectif pour la rentrée de septembre, c'est d'accueillir 30 étudiants sur le campus de Tramail. D'accord. Vous me parliez d'un rythme idéal pour la suite, quoi. Voilà, exactement. C'est aussi, comme tout projet qui démarre, il faut qu'il prenne son temps de lancement. C'est aussi le lien entre l'Institut et le village et les territoires alentours. Il va falloir loger 30 étudiants. Et donc, c'est déjà Alors, on considère que c'est d'abord une opportunité pour les habitants de pouvoir aménager une grange, un grenier, de remettre en location un logement qui se trouve dans le centre-bourg, qui sont des logements qui ne sont pas
tellement prisé aujourd'hui par les gens qui cherchent à se loger. Mais c'est aussi un défi parce que voilà, dans un village de 1000 habitants, eh bien, trouver 30 logements, eh bien, c'est déjà un premier défi. Donc, ça permet aussi, à terme, on est sur 90 étudiants sur Tramail. Donc, ça permet de monter en puissance petit à petit et de ne pas éprouver trop fortement le village. Voilà, on aurait pu faire le choix de construire un internat, par exemple, mais on s'est dit que ce serait plus intéressant, plus pertinent voilà, de se lier avec la population sur divers sujets, mais notamment celui de l'hébergement. Donc les étudiants, a priori, vous allez nous le dire plutôt l'année prochaine, mais enfin en septembre, mais ils vont venir d'un petit peu partout. Les enseignants, qui vont être les enseignants? D'où viennent les gens qui vont enseigner à l'Institut? Et quels sont leurs savoir-faire par extension? Alors, on a, disons, 3 catégories d'enseignants. On a des enseignants en gestion, on a des enseignants en humanité, sciences humaines et sociales, etc., et puis des enseignants techniques. Donc, les enseignants techniques, ils sont rattachés à leur centre de formation par apprentissage. À Tramail, on va avoir un chef d'atelier qui va avoir pour mission de gérer l'accès aux ateliers et la possibilité pour les étudiants d'expérimenter le travail manuel. On a également un maraîcher qui, lui, est déjà en place, qui aménage là 2 hectares de terrain qui sont destinés à de la production maraîchère en bio-intensif et maréchal sol vivant, qui va aussi avoir pour fonction de collaborer avec les étudiants pour qu'ils découvrent et ils expérimentent le maraîchage. Ensuite, on a des enseignants de sciences humaines, sciences sociales. Donc là, on va chercher dans les écoles et les universités des enseignants qui nous interpellent par leurs travaux universitaires. Certains, effectivement, travaillent sur des sujets qui sont très en lien avec la ruralité. D'autres travaillent sur d'autres sujets, mais qui nous intéressent aussi. On a Guillaume Faburel, par exemple, qui a une certaine notoriété. Lui a beaucoup travaillé sur la question de la métropolisation, sur la question de la ruralité. Et il a accepté d'être parmi nos enseignants l'an prochain. On a Baptiste Milondo, qui est un économiste, qui est spécialiste du revenu universel, qui va venir donner des cours en économie, notamment. On a Monsieur Boyancé, qui est philosophe et qui va venir également donner des cours. Etc., etc. Et puis, sur l'enseignement de gestion, là, c'est vraiment en interne pour l'essentiel des enseignements, donc gestion de projet, gestion financière, gestion des organisations, stratégie, gestion de projet, marketing, communication. Là, ce sont des compétences d'enseignement qu'on a en interne, et donc ce sera l'objet principal de la 3e année. Donc là, elle sera essentiellement assurée par les 5 cofondateurs. On voit que tout a été pensé, tout est cohérent, c'est millimétré. Donc, je vous ai posé la question tout à l'heure, vous ne m'avez pas dit, mais parce qu'il y avait 3 questions en une. C'est une formation qui est qualifiante et qui est reconnue. Et la deuxième question que je rajoute derrière, c'est en termes d'accessibilité de prix, c'est payant, c'est quel prix? Alors, pour compléter la réponse sur le diplôme, sur la reconnaissance de la formation, eh bien, on a à terme, ce sera un double diplôme. Il y aura un diplôme qui sanctionnera l'apprentissage d'un métier manuel. La plupart du temps, ce sera un CAP. Et donc, ça, c'est dès la première promo qui entrera en CAP, eh bien, aura son diplôme de CAP. Sur l'année 1 et 2, on va rentrer dans une démarche d'accréditation par le ministère du Travail. Et donc, ça, c'est une démarche qui va prendre plusieurs années, puisque pour être enregistré au RNCP,
qui est la reconnaissance des diplômes qui sont délivrés par des établissements d'enseignement supérieur privés. Il faut attendre plusieurs années puisque c'est une évaluation qui se fait sur le résultat, c'est-à-dire le ministère du Travail va constater où travaillent nos étudiants quand ils ont fini leur formation et si effectivement ils travaillent en lien avec les objectifs qu'on s'est fixés et là où on a demandé l'accréditation, à ce moment-là, ils donneront l'accréditation. Donc ça, c'est un travail au long cours. Et donc, dans un premier temps, eh bien, il va falloir patienter pour la reconnaissance par l'État. Ça reste une volonté forte de notre part d'avoir une formation homologuée par l'État. Et donc, la deuxième question, c'était le coût de la formation, s'il y en a un. le coût de la formation. Donc, on est de l'enseignement supérieur privé, autrement dit, pour faire fonctionner notre établissement, on n'a pas de financement public. On est hébergé par une association, l'association Loi 1901 Institut de Tramail, ce qui veut dire qu'on a une gestion désintéressée, on est considéré comme d'intérêt général. Ainsi, on va pouvoir mobiliser des financements, des subventions au niveau à divers niveaux. Là, on a par exemple en attente des dossiers de financement auprès de la région Bourgogne-Franche-Comté. On a reçu un premier financement de l'État par l'Agence nationale de cohésion des territoires. En revanche, pour le fonctionnement, eh bien, là, on va fonctionner avec les scolarités. Et donc, concrètement, nous, on a besoin, pour faire fonctionner notre modèle, de 5 000 euros par étudiant. Cependant, le tarif sera adapté en fonction des revenus de la famille. Et donc, on aura des scolarités qui seront entre 4 500 euros et 6 000 euros par étudiant pour l'année 1 et pour l'année 3. Pour l'année 2, là, il y aura des frais de scolarité, mais qui seront très réduits, à quelques centaines d'euros. Et c'est l'inverse, les étudiants seront des apprentis, donc ils seront rémunérés selon la grille en vigueur qui dépend de leur âge et de leur niveau de formation. Tout en sachant que l'hébergement leur sera fourni, offert, entre guillemets, puisque... Non. Non. On fonctionne comme tous les établissements d'enseignement supérieur, c'est-à-dire ce sera un enjeu pour les étudiants de pouvoir de trouver un studio, une colocation, un hébergement chez l'habitant. Disons que l'avantage qu'on a par rapport aux universités en général, c'est qu'on se situe dans un petit village à la campagne et que donc les loyers seront beaucoup plus modestes que ceux qu'on peut trouver dans les grandes villes. J'avais compris que c'était à titre gracieux que les habitants, mais c'est bien de le préciser du coup. Non, mais c'est très bien de le préciser. Oui, non, en effet, c'est-à-dire on est dans une démarche de ce point de vue-là tout à fait classique, c'est-à-dire pour les étudiants et leurs familles, c'est un investissement important puisque faut financer effectivement des scolarités et il faut financer aussi la vie quotidienne. Comme je l'ai dit, pour le logement, se loger en milieu rural, c'est beaucoup moins cher. Et puis, sur le prix des scolarités, si on se compare à l'enseignement public, évidemment, c'est une somme très importante. Si on se compare à l'enseignement supérieur privé, là, on est plutôt très en dessous des niveaux de scolarité qui sont demandés dans les écoles de commerce, par exemple, qui sont souvent des organismes privés. Avec une offre pédagogique qui, sur le papier, donne envie, hein, qui a l'air, encore une fois, très complète et très cohérente. Donc, je ne fais pas votre pub, hein, je ne fais pas d'action chez l'Institut Tramail. Je partage votre avis, en tout cas, là-dessus. Et j'espère que ce sera le cas d'une trentaine de jeunes gens, au moins. Justement, on va rentrer là dans la période de réflexion des futurs bacheliers qui doivent commencer un peu à s'orienter. Vous êtes un peu une bouffée d'oxygène parce que vous allez leur éviter Parcoursup, même s'il faut débourser un petit peu d'argent. Qu'est-ce que vous leur diriez à ces jeunes pour leur donner envie de rejoindre l'Institut de Tramail? Je commencerai d'abord par leur poser des questions et je leur demanderai s'ils sont curieux de nature,
s'ils se sentent concernés par les enjeux du monde. Je leur demanderai s'ils sont intéressés par la vie à la campagne, s'ils ont envie de travailler avec leurs mains, s'ils ont envie de participer à relever les défis du siècle. Et je leur demanderai enfin s'ils ont envie de travailler en groupe, de travailler à plusieurs. Et si la réponse est oui à la plupart de ces questions, ben, je leur dirai bienvenue à l'Institut de Tramail. Alors, il y a un processus de sélection, donc ce ne sera pas juste ces 5 questions et ensuite bienvenue. Mais en l'occurrence, le processus de sélection a pour objectif d'identifier ces points que je viens de relever. J'ai parlé des jeunes, mais si on est un peu moins jeune et que, comme moi par exemple, on travaille dans la com depuis 10 ans, mais que le maraîchage en sol vivant, quand même, c'est un truc qui nous titille depuis un moment, on est les bienvenus aussi? Bien sûr, l'idée d'avoir des promotions où il y a des jeunes gens qui ont 18 ans et qui ont un bac en poche, qui vont pouvoir collaborer pendant 3 ans avec d'autres jeunes gens, mais qui ont 10 ans d'expérience dans la com ou dans d'autres secteurs d'activité. C'est toujours très intéressant. On le voit dans les formations qu'on donne déjà. Quand il y a de la pluralité, de la diversité dans les classes, ça rend les groupes plus solides, plus efficaces, plus vivants. Donc voilà, après, on va distinguer les personnes qui sont des étudiants en réorientation, qui ont initié un parcours universitaire qui ne leur convient pas, et les adultes, en tout cas les personnes qui sont d'un âge plus avancé et qui sont plutôt en reconversion. À ce moment-là, pour la reconversion, on va constater que dans certains cas, ça peut être une proposition intéressante, mais qu'assez souvent, quand on a 35 ans, se réengager dans 3 ans d'études, ce n'est pas forcément évident. Et donc, pour ça, on va travailler à la mise en place d'une offre de formation continue, donc sur des modules plus resserrés dans le temps, qui permettent de s'appuyer sur les expériences et les compétences acquises des personnes qui ont déjà une longue expérience pour pouvoir faire une proposition similaire en termes de philosophie et d'objectifs à atteindre, mais sur des parcours plus resserrés dans le temps. Bon, en tout cas, on viendra vous embêter peut-être dans 1 an ou 2 pour avoir le retour des étudiants. Vous disiez que c'était 90 personnes que vous attendiez en gros sur le campus en année 2 plutôt. Il y a 1000 personnes dans le village. Vous allez un peu bouleverser la vie locale. Les habitants, ils vous disent quoi? Ils en pensent quoi de ce projet? Eh bien, ça suscite beaucoup d'étonnement, beaucoup de questions, souvent un enthousiasme certain, parfois une certaine méfiance. Donc, voilà, c'est à nous petit à petit d'expliquer, de raconter l'histoire de notre projet et puis aussi en fait d'aller chercher les acteurs dans le village et alentour qui ont intérêt, qui ont envie de participer à quelque niveau que ce soit, mais je veux dire une particularité très forte de notre proposition, c'est d'être dans ce qu'on appelle la pédagogie active. Et donc, c'est de mettre les étudiants en situation d'apprendre par la mise en place et la conduite de projet, d'apprendre par l'expérimentation. Et donc, pour ça, il faut coller au terrain. Et pour coller au terrain, c'est encore plus intéressant si c'est en lien avec des bénévoles ou des responsables des associations culturelles ou d'action sociale dans le village, avec évidemment des artisans qui, pour certains, pourraient avoir intérêt à utiliser certains outils ou certains de notre infrastructure dans certaines situations. Et pour nous, l'intérêt, c'est que nos étudiants puissent collaborer avec eux sous forme de stages, d'alternance ou de collaborations diverses. Sans compter évidemment les liens avec la municipalité, avec les habitants pour l'hébergement, avec les commerçants pour pouvoir se sustenter, pour pouvoir acheter
son tabac et aller prendre l'apéro le vendredi soir. Donc, voilà, c'est sans doute un des aspects, enfin il y en a plusieurs, mais c'est un des aspects particulièrement intéressants d'après moi, c'est comment on arrive à prendre une place dans le village. On prend un peu beaucoup de place certainement parce que 90 étudiants, c'est pas rien. En plus, on vient voilà, moi j'habite à la campagne, un autre cofondateur habite à la campagne aussi, mais on a quand même tous les 5 cofondateurs, on a quand même tous grandi en ville, etc. Donc, il y a aussi un peu de culture, de manière de fonctionner qui se rencontrent. Et donc, joyeusement, on va tenter de s'apprivoiser et puis de voir comment on peut collaborer ensemble, quoi. C'est plus qu'une offre pédagogique là, que vous proposez, c'est presque un autre modèle de société parce que vraiment vous irriguez dans tous les domaines, quoi. Dans l'enseignement, mais dans la manière dont on fait une société à l'échelle d'un village de 1000 personnes, mais aussi comment est-ce on forme des gens à des métiers qui seront importants pour l'avenir, notamment dans ce domaine de la transition écologique et solidaire. Voilà, il n'y a pas de question derrière, mais je voulais juste souligner ça. Je vais quand même réagir à ça, si c'est possible, parce que ça, à mon sens, c'est l'une des inspirations importantes de notre projet, c'est l'éducation populaire. Et donc, on retient de l'éducation populaire, notamment 2 choses. La première, c'est apprendre en faisant, et donc mettre en situation des jeunes gens d'expérimenter, comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà. Tu ne sais pas conduire, je te donne les clés du camion, essaye, et voilà. Il y a une part de risque, mais on va surveiller et on va t'accompagner. L'autre aspect important pour nous, qui est issu de l'éducation populaire, c'est être un citoyen éclairé. Donc, prendre conscience du monde et des enjeux du monde pour prendre toute sa place de citoyen actif au service de la cité. Et donc, c'est ces 2 aspects-là qui font que, effectivement, notre proposition de formation, elle est un peu originale et effectivement, elle prend une place importante sur son territoire à condition de le faire avec doigté, avec les oreilles grandes ouvertes et voilà, de prendre son temps. En fait, je pense que notre allié principal pour réussir cet aspect du projet, c'est d'être patient et d'être lent. Bon, affaire à suivre. Avant de vous poser la dernière question terrible des Pandarous, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez ajouter qu'on n'aurait pas abordé? Eh bien, je trouve que pour nous, en tout cas, c'est une aventure qui est vraiment très intéressante, trépidante. On ne s'ennuie pas. Cette impression d'être actif, de relever des défis qui, en tout cas à notre échelle, sont des défis importants, dans une période où on a tendance à refermer les portes, à n'interagir que par écran interposé ou par mettre un masque entre nous et les autres et à se vérifier si on est bien comme ci, si on est bien comme ça. Eh bien, ça nous aide en tout cas à nous sentir vivants et que si d'autres ont envie de partager l'aventure, ils sont les bienvenus. On ne s'ennuie pas, c'est souvent stressant, c'est toujours enthousiasmant en tout cas. On mettra les coordonnées du site. Ça doit être institutdetramail.fr ou quelque chose Ouais, comme ça, tout j'imagine. simplement. Bon, on mettra. La dernière question, du coup, Guillaume, on aime bien la poser en ce moment chez les pandas, c'est quoi votre 2040 idéal? Ce serait quoi votre 2040 idéal? Soit pour l'Institut de Travail, soit pour vous, ou les deux. 2040 idéal, eh bien, c'est d'avoir quelques instituts de travail dans quelques départements ruraux de France. Voilà. Et puis, si j'osais être prétentieux, eh bien, je dirais que si on pense au mot faculté, eh bien, on se rend compte qu'en fait, c'était le nom d'une ville en Grèce. Eh bien, peut-être que Tramaï, ça deviendra aussi un nom commun qui désigne un lieu où on apprend à se servir de sa tête et de ses mains au service de la ruralité et du monde.
Allez, on espère. Et si vous deviez résumer en une phrase l'Institut de Tramail? Penser, œuvrer, entreprendre, devenir un homme ou une femme complet au service de la ruralité et du monde. Merci Guillaume. Merci Thibaut.